La glande thyroïde humaine pèse en moyenne entre 15 et 20 grammes. Pourtant, sous l'influence de carences environnementales, de perturbations chimiques ou de défaillances immunitaires, cet organe en forme de papillon situé à la base du cou peut multiplier son volume par 50, atteignant des masses documentées dépassant le kilogramme. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé rapporte que près de 700 millions d'individus à travers le monde présentent une hypertrophie thyroïdienne, cliniquement définie sous le terme de goitre. L'augmentation de ce volume n'est pas une simple anomalie esthétique, c'est le résultat d'un mécanisme de survie cellulaire extrême. Face à un manque de matières premières ou à une attaque d'anticorps, les follicules thyroïdiens se multiplient, provoquant une expansion tissulaire qui envahit la loge cervicale, compresse la trachée, écrase l'œsophage et obstrue le retour veineux vers le cœur. Voici les données brutes, les étiologies exactes et les protocoles d'intervention concernant cette pathologie mécanique et métabolique. La définition stricte du goitre repose sur une volumétrie précise. On parle de goitre lorsque le volume thyroïdien dépasse 18 ml chez la femme et 20 ml chez l'homme, mesuré par échographie. La glande thyroïde, constituée de 2 lobes latéraux reliés par un isthme, est encapsulée dans la gaine viscérale du cou. Lorsqu'elle entame son processus d'hypertrophie, l'expansion est d'abord contenue par les muscles sous-hyoïdiens. Cependant, la prolifération des cellules folliculaires, les thyrocytes, forcée par une stimulation continue, pousse l'organe à s'étendre au-delà de ses limites anatomiques. Cette croissance est le plus souvent lobulée, créant une architecture asymétrique. Dans les dossiers d'autopsie ou les rapports opératoires, les chirurgiens endocriniens décrivent des goitres plongeants, où la masse thyroïdienne, ne pouvant plus croître vers l'avant à cause de la barrière musculaire, s'enfonce dans le défilé cervico-thoracique, pénétrant directement dans le médiastin supérieur. La glande devient alors intrathoracique, provoquant une compression directe des organes vitaux adjacents. Le tissu lui-même se modifie, de la substance colloïde s'accumule massivement dans les vésicules, des kystes se forment par nécrose hémorragique et des calcifications apparaissent, témoignant de la dégénérescence chronique du tissu thyroïdien sur plusieurs décennies. Les données épidémiologiques identifient plusieurs causes distinctes, la première étant le goitre endémique. Historiquement responsable du crétinisme des Alpes, cette forme est causée par une carence absolue en iode dans les sols et l'eau. La thyroïde a besoin de 150 microgrammes d'iode par jour pour synthétiser les hormones T3 et T4. En dessous de 50 microgrammes par jour, la glande s'hypertrophie pour capter le moindre atome d'iode disponible, un phénomène de compensation directe. Parallèlement, les enquêtes pharmacovigilantes pointent vers les goitres iatrogènes, induits par des traitements médicamenteux. Les antithyroïdiens de synthèse, carbimazole, propylthiouracil, prescrits pour bloquer l'hyperthyroïdie, peuvent, en cas de surdosage, provoquer un goitre par effet rebond. Le lithium, prescrit en psychiatrie pour les troubles bipolaires, inhibe la libération de l'iode par la thyroïde chez 10 à 20% des patients, forçant la glande à gonfler. Les produits de contraste radiologique iodé, injectés lors des scanners, saturent brutalement la glande, déclenchant l'effet Wolff-Chaikoff qui paralyse temporairement la synthèse hormonale et stimule l'hypertrophie. Le registre des étiologies inclut également les cancers de la thyroïde, carcinome papillaire, folliculaire ou médulaire, où la tumeur maligne infiltre et distend la glande, créant un goitre dur, irrégulier et rapidement évolutif. L'investigation clinique révèle une autre cause majeure, la maladie de Basedow ou maladie de Graves. Il s'agit d'une pathologie auto-immune documentée pour la première fois en 1840. Dans ce cas précis, le système immunitaire du patient produit des anticorps anormaux, les TRAB, anticorps antirécepteurs de la TSH. Ces anticorps se fixent sur les récepteurs des cellules thyroïdiennes et miment l'action de l'hormone de stimulation, forçant la glande à travailler en sur-régime permanent. Le résultat est un goitre diffus, homogène et extrêmement vascularisé. Par ailleurs, les statistiques endocrinologiques mondiales démontrent une asymétrie flagrante. Le goitre simple, lié à des troubles du métabolisme, frappe massivement la population féminine. Le ratio documenté est de 4 à 8 femmes pour un homme.
Cette prédominance est directement corrélée aux fluctuations des stéroïdes sexuels. Les récepteurs aux oestrogènes présents sur les thyrocytes réagissent aux pics hormonaux lors des périodes de puberté, de grossesse et de ménopause. Ces transitions physiologiques exigent une augmentation de la production métabolique, provoquant une hypertrophie conjonctive et vasculaire, qui, chez de nombreuses patientes, ne régresse jamais totalement, s'installant sous forme de goitres simples ou multinodulaires au fil des années. L'examen clinique d'un patient porteur d'un goitre ne s'arrête pas à l'inspection visuelle d'une tuméfaction cervicale antérieure mobile à la déglutition. Les données cliniques révèlent un tableau de compression mécanique sévère. Le premier symptôme d'alerte est la dysphonie, une modification de la voix, recitée, causée par la compression ou l'étirement du nerf laryngé récurrent, qui longe la face postérieure de la thyroïde et contrôle les cordes vocales. L'examen met également en évidence une dilatation veineuse prononcée. Le développement d'une circulation collatérale visible sur le torse et le cou indique que le goitre comprime les veines jugulaires internes, bloquant le sang au-dessus de l'obstacle. C'est le signe de Pemberton, déclenché lorsque le patient lève les bras, entraînant une congestion faciale immédiate. Enfin, la palpation et l'auscultation révèlent un frémissement tactile, le thrill, et un souffle continu. Symptôme strict d'une hypervascularisation pathologique où le débit sanguin dans les artères thyroïdiennes passe d'un flux laminaire silencieux à un torrent turbulent, atteignant parfois plus d'1 litre par minute, particulièrement dans la maladie de Basedow. Pour établir la cartographie exacte des lésions, les protocoles médicaux exigent une batterie d'examens complémentaires. La radiographie standard de la région cervicale et du thorax, de face et de profil, est requise pour visualiser une déviation trachéale ou identifier un goitre plongeant dans le médiastin, souvent signalé par des opacités ou des calcifications tissulaires. L'examen de référence absolu reste l'échographie cervicale. Utilisant des sondes linéaires à haute fréquence, 10 à 15 MHz, cet examen chiffre le volume exact en centimètres cubes, cartographie chaque nodule au millimètre près, évalue leur vascularisation au mode Doppler et les classe selon le score de malignité, TIRADS, pour déterminer la nécessité d'une cytoponction à l'aiguille fine. La scintigraphie thyroïdienne, utilisant l'iode 123 ou le technétium 99M, est injectée en intraveineuse. Elle permet de classer l'activité fonctionnelle des nodules. Les nodules chauds, hyperactifs, captant massivement le traceur, et les nodules froids, inactifs, ne captant pas le traceur, porteurs d'un risque de malignité évalué à 15-20%. Parallèlement, la biologie sanguine est systématique. Le dosage des hormones thyroïdiennes libres, T3 et T4, et de l'hormone hypophysaire TSH, dont la norme stricte se situe entre 0,4 et 4,0 MUI par litre, permet de déterminer si le goitre s'accompagne d'une euthyroïdie, d'une hyperthyroïdie ou d'une hypothyroïdie, dictant ainsi la suite de l'intervention. L'histoire naturelle d'un goitre n'est pas linéaire. L'évolution démontre qu'une régression spontanée est possible, particulièrement lorsque l'hypertrophie est apparue lors de pics de demande métabolique, comme en période pubertaire ou gravidique, pendant la grossesse, et ce, à condition de n'avoir administré aucun traitement freinateur ou inhibiteur qui aurait pu l'altérer définitivement la mécanique glandulaire. Dans d'autres cas documentés, le goitre reste cliniquement stable pendant des décennies, alternant avec des poussées évolutives silencieuses. Cependant, l'évolution la plus fréquente à long terme est la transformation vers un goitre multinodulaire. Le tissu s'organise en amas fibreux indépendants qui peuvent se compliquer par des hémorragies intracoustiques provoquant des douleurs cervicales brutales, une autonomisation menant à une hyperthyroïdie toxique, maladie de Plumeur ou une dégénérescence cancéreuse. Pour les goitres compressifs, multinodulaires plongeants ou suspects de malignité, le protocole bascule sur la chirurgie, la thyroïdectomie totale ou subtotale. Cette intervention d'exérèse radicale nécessite l'ablation physique de la glande sous anesthésie générale, exposant le patient à des risques définitifs de paralysie récurrentielle, atteinte de la voix, et d'hypoparathyroïdie, chute de calcium, obligeant à une supplémentation hormonale quotidienne, lévothyroxine, stricte jusqu'à la fin de sa vie. En définitive, le goitre n'est pas une maladie unique, mais la manifestation clinique d'une glande poussée au-delà de ses limites physiologiques par des facteurs environnementaux, chimiques ou auto-immuns.
De la carence iodée globale au dérèglement complexe de la maladie de base d'eau, l'augmentation du volume thyroïdien témoigne d'une lutte métabolique interne qui peut aboutir à des complications mécaniques et respiratoires sévères. Les données échographiques, biologiques et scintigraphiques sont aujourd'hui indispensables pour dicter le choix entre une simple supplémentation, un blocage chimique ou une ablation chirurgicale totale. Les faits sont exposés, les protocoles sont établis. Laissez votre analyse de ces protocoles médicaux dans l'espace des commentaires et abonnez-vous pour nos prochaines enquêtes cliniques.